Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel entretien philosophique où j'ai le plaisir d'accueillir Damien, ici présent, que vous ne connaissez probablement pas, mais Damien Cotta est un poète. Il écrit déjà pour une revue qui se nomme Zéro et il a publié cet ouvrage qui s'appelle Bête de nuit, voilà, aux éditions Les Bonnes Feuilles. Donc c'est quelqu'un de talentueux. C'est aussi quelqu'un que je connais depuis longtemps, hein. C'est un ami que j'ai connu quand je faisais mes études à la fac en philosophie. Donc, il a un parcours philosophique, mais aussi poétique. Donc, c'est ça qui est très intéressant parce que c'est quelqu'un, vous allez vous en rendre compte, qui est très cultivé. Je dis pas ça pour te mettre la pression. Très, très, oui, très, on va dire, bon, il est extrêmement intelligent, il a beaucoup de connaissances en philosophie, mais aussi évidemment en poésie. Et, euh, et justement, ce qui est intéressant, c'est que c'est quelqu'un qui est passé de la philosophie à la poésie, alors que moi, par exemple, je n'ai jamais vraiment quitté le seuil de la philosophie pour m'élever à la poésie. J'ai rien contre la poésie, hein, on en a déjà discuté, hein, c'est un art que j'apprécie, mais voilà, Voilà. je n'y connais pas. Je ne prétends pas m'y connaître énormément, donc c'est pour ça que je fais venir Damien aussi, hein, c'est pour enrichir mon rapport à la poésie, aussi pour ceux parmi vous qui ne seraient pas des grands poètes, hein, pour qu'on ait un petit peu plus de matière sur ce sujet-là et surtout sur les liens entre poésie et philosophie. C'est pour ça que j'ai fait venir Damien pour en discuter, parce qu'on a tendance généralement à opposer la philosophie et la poésie. Cette opposition-là, évidemment, qui est artificielle et qui a été largement remise en cause depuis, on la retrouve notamment à partir de Platon, hein, puisque Platon a brûlé ses poèmes après avoir justement rencontré Socrate, puisqu'il considérait que la poésie éloignée de la vérité, d'une sorte d'essence, hein, puisque c'est une reproduction imparfaite dans le langage des apparences, donc ça ne fait que nous éloigner davantage de ce qu'il y a d'essentiel. Au contraire, hein, au XIXe siècle, on a des philosophes comme Hegel ou Schopenhauer qui réhabilitent largement la poésie et qui en font une forme d'art supérieur. Il y a sûrement un contexte romantique qui doit jouer, je pense, mais là-dessus, je laisserai Damien nous en dire plus. Alors voilà, je t'ai présenté de manière très sommaire. Je vais te laisser te présenter de manière plus précise pour nos auditeurs. Est-ce que tu pourrais te présenter de manière plus complète et sûrement plus précise que ce que je viens de le faire à l'instant? Plus complète et plus précise, je ne sais pas, mais je peux apporter des compléments. Donc, tout d'abord, je pense que le poète, c'est vraiment le dernier habilité à pouvoir expliquer son œuvre. Ce que j'écris, qui est publié, ça ne m'appartient plus, d'une certaine manière. Mais je vais quand même tenter de faire de mon mieux. Donc, moi, je me définirais comme poète en devenir, qui veut devenir poète, wannabe poète, qui pratique une forme d'anti-poésie ou d'apoésie. Donc on aura l'occasion de revenir sur ces nuances, mais c'est pas tout à fait la même chose que la poésie romantique. Ça c'est clair, ni lyrique. Donc c'est pas ma spécialité en gros. Donc quand tu me dis qu'on va parler peut-être de poésie romantique, des gueules, tout ça, c'est pas des choses que je maîtrise extrêmement bien. Moi je suis plus dans la poésie contemporaine, on va dire. Donc après une formation en philosophie, je suis devenu poète parce que je n'arrivais pas à terminer mes romans, tout simplement. Voilà. On aura l'occasion de revenir sur les notions d'antipoésie et d'apoésie, je pense, lorsque j'exposerai les lyriques et les formalistes, la querelle qui les a opposés et sur lequel je crois que tu veux revenir. Donc à ce moment-là, on pourra expliquer en quoi la poésie est une issue de secours dans cet incendie finalement de la poésie française où les uns auraient brûlé les œuvres des autres d'une certaine manière. Les formalistes auraient brûlé les œuvres des lyriques et les lyriques les œuvres des formalistes.
J'exagère volontairement parce que ce clivage est un peu artificiel et en réalité, il y a énormément de formes hybrides entre ces deux pôles. Et voilà, pour paraphraser une influence, je dirais que je suis un poète à coups de marteau. Mmh. Alors j'ai une question, naïve. Bah, évidemment l'expression de poète à coups de marteau, ça fait penser à Nietzsche qui philosophait à coups de marteau. Je sais pas si c'est un hommage du coup, que tu rends au philosophe moustachu ou, Oui, oui. oui? D'une certaine manière, oui, Et mais on pourra revenir sur Nietzsche, sur le cas particulier mmh, d'Ainsi parlait Zarathustra, qui est oui, spécialement presque psychiatrique, en réalité, je mmh, pense, je trouve, et qui n'est pas, Nietzsche n'est pas un excellent poète, mais c'est peut-être ce que la philosophie a fait de mieux en poésie, d'une certaine manière. c'est très intéressant que tu dis ça, je trouve ça très intéressant parce que Ainsi parlait Zarathustra, j'avais essayé de le lire une première fois il y a bien longtemps, j'étais pas du tout rentré dedans et j'y ai mieux accroché quand justement j'ai compris ce que Nietzsche voulait dire parce que entre-temps j'avais un peu approfondi sa philosophie quand même. Mais c'est Voilà. vrai que la forme poétique, c'est pas ce qui m'a le plus séduit dans Ainsi parlait Zarathustra, alors qu'il est vendu justement comme une œuvre poétique et philosophique par excellence. C'est Mais presque prophétique, en fait, Ainsi parlait Zarathustra. Le ton est ironiquement prophétique. Et en fait, c'est pas, je pense, c'est pas une des vocations de la poésie de faire d'imiter les prophètes. En tout cas, c'est une question qui est complexe et on aura l'occasion de revenir dessus, je pense, mmh, quand on abordera le point du clivage ou de la congruence de la philosophie et de la poésie. C'est un point de tout à fait. tension. Oui, Maintenant, tout à fait. C'est est-ce oui, que je peux présenter mon édition? oui, bien sûr. Vas-y. Donc, concernant mon édition, je suis publié chez Zéro Édition, dans leur revue Zéro Absolu, et au Bonnefeuille pour un recueil de poésie pure. C'est-à-dire que ce ne sont pas du tout les mêmes travaux, ce sont presque des travaux aux antipodes. Les Bonnefeuilles, c'est une maison qui se consacre aux poètes et nouvellistes émergents, qui est plus souple mais sélective quand même. Zéro, c'est une maison un peu plus sélective, mais qui traîne une notoriété underground, donc presque paradoxale. Donc, en ça, je ne propose pas la même chose dans l'un et dans l'autre des travaux. C'est pour ça que j'ai tenu à ce qu'on s'en tienne à un seul type d'œuvre et pas qu'on fasse un mélange des deux parce que ça compliquerait les choses, en réalité. Il y a plusieurs façons d'écrire de la poésie et moi, je ne maîtrise pas tous les styles, mais je prétends travailler sur plusieurs styles. Voilà. Mmh. Alors, justement, bon, on avait dit qu'on travaillerait plus sur ce que tu as publié dans la revue. Est-ce que tu m'autorises juste à lire un extrait de Bête de nuit pour que les gens se fassent une petite idée de ton style? Si ça t'a plu, Le poème Espoir. oui, si ça t'a plu, oui, tu as le droit. Ah oui, bah, ah oui, ça m'a plu, c'est pour ça que je le lis. C'est alors, Espoir. Quant à affirmer l'espoir, dit l'espérance, je ne suis pas sûr d'avoir saisi le sens de l'espoir qui ne se voit, au présent ou jamais, et ce que j'ai espéré est au passé. Ce qui est, j'espère, que tu saisis la nuance, comme espérer n'est rien qu'un passé définitif, loin, derrière l'infinitif. Il espéra, ne dit rien de simple sur l'avenir, mais tout du passage compliqué du temps. L'éternité se conjugue au passé, comme un chauffeur de bus, hurlant aux passagers. Terminus, tout le monde descend. Là, ça conclut donc le recueil de poèmes qui est basé sur une nuit d'insomnie et d'écriture frénétique. Voilà. Où les Exactement. euh, Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre en lisant le résumé. En fait, c'est pensé comme effectivement une nuit d'insomnie de quelqu'un qui justement écrit pour se décharger de l'état dans lequel il est. Et en même temps,
Ça se lit comme une suite de poèmes, on va dire, sans qu'il y ait de trame, visible au niveau de l'histoire. Enfin, en tout cas, c'est ce que Ah oui, oui, j'ai c'est cru pas voir, narratif. mais C'est pas, c'est voilà. pas, c'est pas narratif d'un point A à un point B, mais c'est quand même, il y a quand même une chute. Et puis avant la chute, il y a un terme, puisqu'il y a le poème sur l'aube, je crois. Donc il y a quand même une fin de nuit, un début de nuit, et il se passe pas tout à fait la même chose du début de la Mmh, nuit à la fin de la nuit. mmh. Voilà. Alors, je tiens à assurer tout de suite aux auditeurs, on va quand même parler évidemment, hein, de philosophie puisque c'est avant tout le lien entre, philosophie et poésie qui nous intéresse. Et justement, j'aimerais commencer par une question assez rudimentaire qui peut parler à tout le monde, que vous soyez poète ou non poète. Est-ce que, moi par exemple, je ne suis pas poète, c'est un art, hein, c'est pas l'art qui me parle le plus, en tout cas je n'y connais peut-être pas, suffisamment grand-chose pour que ça me parle. Mais justement, ma question c'est d'où te vient cette passion pour la poésie? Et comment expliques-tu qu'on puisse être touché par cet art ou y rester, hermétique ou même, j'irai plus loin, vous le reniez de manière radicale comme ça a pu être le cas, pour Platon, par exemple? Alors, pour te répondre franchement, je suis d'accord avec Platon. Voilà. Donc ça va être ma thèse. Mmh. C'est-à-dire que à ta question, poésie et philosophie sont-elles conciliables? Je réponds de mon point de vue, qui n'engage que moi, que ce n'est pas possible. On ne peut pas concilier poésie et philosophie, du moins, on ne peut pas fondre la poésie dans la philosophie, ni fondre la philosophie dans la poésie. Après, qu'on puisse être influencé, comme mon parcours le prouve, par la philosophie, comme le poème Espérance le montre, Espoir, par la philosophie, voire la théologie, parce que les deux ont quelque chose de commun quand même à la racine, Mmh. et qu'on puisse faire de la poésie, c'est possible. Mais je suis d'accord avec Platon qu'en réalité, la philosophie politique se range du côté de l'ordre, la poésie se range du côté du désordre actuellement. Donc ça en fait D'accord, quelque chose d'assez radicalement opposé. mmh. D'accord, quand tu parles de désordre, tu veux parler du désordre, dans la société dont le poète actuel, serait le miroir ou d'un désordre psychique, émotionnel intérieur, Je qui a crois que les peut-être plus deux sa place dans la poésie, contemporaine? Je crois que la, la philosophie ne poursuit la sagesse. Je crois que c'est une définition assez admise. Je ne Mmh. crois pas que la poésie actuellement soit une poursuite de la sagesse. Maintenant, ça dépend de quelle poésie on choisit de parler aussi. À l'époque de Platon, les formes de poésie elles sont fixes. Il y a l'hymne, qui est homérique d'ailleurs, si on prend Homère. Il y a l'élégie, je crois, le dithyrambe, l'aude, le lyrique. En fait, je crois que Platon s'en prend principalement à l'hymne, si tu veux bien développer. Je sais pas, Platon, tu connais bien Platon. Oui, oui, alors, maintenant que tu le dis, effectivement, il y a un petit texte, c'est un dialogue de Platon qui est pas très, connu, c'est le Ménexène. Alors c'est vrai qu'il s'en prend à l'hymne, enfin, il attaque surtout, Homère, il l'attaque parce que justement, il a tendance à utiliser, la poésie pour faire ressortir, des éléments, qui d'après lui n'ont pas une bonne influence, sur les citoyens, hein. Il a tendance à trop humaniser les héros, Ulysse, Homère et enfin, Homère humanise beaucoup trop Ulysse ou Achille, par exemple. Et il y a aussi un autre aspect dans le Ménexène, alors je sais plus si c'est lié à la poésie, mais je sais que, dans l'éloge funèbre, que je sais pas si ça peut s'insérer dans la poésie. Il y a un côté trompeur qu'on retrouve aussi qui consiste en fait à embellir la réalité et c'est quelque chose de très intéressant que développe Platon dans cet ouvrage où il critique l'éloge funèbre.
En fait, il y a une forme d'idéalisation dans le logos qui consiste en fait à effacer les vrais mérites des individus une fois morts et des fois en fait à faire quelque chose qui va se substituer à la vérité aussi. La réalité, ouais. Ça, Ouais, ouais, je vois. D'ailleurs, c'est marrant que ce soit Platon qui s'attaque aux idéalisations finalement. Enfin, hmm. on penserait que Oui, tout à fait. Platon est du côté de l'idéalisme, mais C'est parce qu'il vise le réellement réel, alors que bah il oui, estime c'est que les. vrai, c'est vrai, Ouais, c'est vrai. ouais. Moi, j'aurais voulu faire un petit point, en fait, pour finir de répondre à ta question, sur le départ de la poésie. D'où vient, en fait, parce qu'il y avait plusieurs questions dans ta question. Il y avait Platon, auquel j'ai répondu, je suis plutôt d'accord avec lui. Et puis, il y avait finalement, quand on parle de Platon, on parle aussi de l'origine de la poésie. Parce que la poésie, elle est née en Grèce, et c'est contre cette poésie que Platon, à laquelle Platon s'attaque. Et donc, j'aurais voulu faire un tout petit topo sur la poésie comme activité créatrice. Est-ce que c'est possible? Oui, oui, vas-y. Alors, l'action donc d'agencer des mots, c'est ce qu'on appelle la poétique. Et Hmm. originellement, elle va avec la musique, c'est l'Aède ou le rhapsode. Les premiers poètes occidentaux apparaissant en Grèce, ce sont des lyriques. C'est-à-dire des gens qui jouent de la lyre en restant des vers. Il y a Sappho, Pindare et des autres dont on dispose que de quelques fragments. Versificateur n'apparaît qu'au Moyen Âge avec les formes un peu fluctuantes de la langue française notamment. Donc on a des poètes comme Villon qui jouent énormément sur des expressions populaires, etc. Finalement, il y a une baisse pas de qualité, mais de registre entre la noblesse de l'art grec que Platon critiquait déjà, et puis le Moyen Âge, qui est décrit comme une période habituellement obscure, en réalité qui est foisonnante, d'après moi, d'idées et d'avant-gardisme. Et ça ne correspond pas tout à fait le passage de la Grèce antique au Moyen Âge au même système poétique. C'est pour ça qu'on retrouve euh, aussi au présent un clivage entre le 19e siècle et le 20e siècle, de la même manière qu'on retrouve un clivage entre la poésie antique et la poésie moyenâgeuse, médiévale. Alors pour refaire vite, le système métrique grec est iambique, c'est-à-dire qu'il se compte en pieds. Le système français de la langue latine se compte en syllabes. Mais voilà, c'est trop loin à développer. Il faut juste savoir que le vers, c'est l'art du trou vert. Celui qui retourne la terre, versifier, c'est creuser un sillon. Voilà. Donc ça, c'était le petit topo que je voulais introduire pour répondre sur les origines de la poésie à laquelle Platon s'attaque. Et si tu as une autre question là-dessus, tu peux me la poser, je ne sais pas. Oui, Si t'as- non, ma question était, on va dire, assez presque triviale, hein. Qu'est-ce qui fait que certains aient une âme de poète et d'autres n'y soient pas nécessairement réceptifs? Puisque tu parles du Rhapsode, justement, il y a quelque chose qui nous aide un petit peu à répondre en partie à cette question, c'est la manière dont justement Platon analyse l'inspiration chez les rhapsodes, hein, dans le Ion, hein, le dialogue, tu sais, Oui, dont je t'avais reparlé. on Où, peut en parler. oui, où justement il y a cette critique d'un génie personnel qui, en fait, pour Platon, finalement, n'est pas vraiment existant en ce qu'il n'est pas personnel, où il est détenu par une divinité. Et en fait, finalement, l'artiste, le rhapsode qui interprète les poèmes est inspiré par la divinité. Et en fait, bon, on peut trouver ça
un peu délirant, hein, si on n'est pas dans la métaphysique ou si on évidemment, si on n'adhère pas à ce genre de croyances, mais il y a quelque chose d'intéressant quand même parce que finalement, c'est ce qui explique les discontinuités dans l'inspiration, qu'on soit un poète ou un artiste au sens large d'ailleurs, hein. Et justement, ma question, c'est est-ce que tu dirais que finalement, que ça nous touche ou pas la poésie, ou qu'on soit soi-même inspiré ou pas, ça vient de quelque chose de transcendant, d'extérieur, qu'on n'arrive pas à expliquer? Est-ce qu'il y a un mystère du poète qui serait insoluble finalement, ou un truc un peu mystique, ou alors est-ce que c'est bêtement une question de travail dur quand on est poète et bah, une question finalement de culture quand on veut y accéder, qui fait qu'on ça va nous toucher ou pas? Une question très large, très complexe, en réalité, parce que si je réponds en mon nom, je ne dirais humblement qu'il n'y a que du travail. Mais en réalité, j'ai des phases d'inspiration où j'ai un petit daimon, pour parler comme Socrate. Je crois, je sais plus c'est dans quel, dans le banquet, dans quel texte, le daimon. Euh, le daimon, oui, Il appelle dans le banquet, oui, on le retrouve aussi mentionné dans l'Apologie de Socrate, si j'ai bonne mémoire, mais ouais. où j'ai un daimon donc qui m'inspire. Mais il faut essayer de rationaliser tout ça, sinon on finit comme Reich, Reich, le poète suisse alémanique. Je sais pas si tu connais un petit peu. Du tout. Euh, bon, bah, c'est pas grave. Moi, personnellement, c'est pas une source d'influence, mais il a réactualisé un peu le lion à travers l'invisible. On peut aussi voir un angle heideggerien. D'ailleurs, que celui-là, je le partage totalement, dans le sens où, en fait, les poètes inspirés par l'objet extérieur, par exemple la montagne, la mer, ce sont des poètes pour lesquels le monde est inspirant. Et ça rejoint en fait l'idée des poètes lyriques. Il y a des poètes comme ça qui vont à la mer, à la montagne, et qui se font souffler des vers par le génie du lieu, si on veut. Ça a à voir avec la sensualité des romantiques. Et même avant eux, ça peut avoir à voir avec les esthètes, les gens qui ont théorisé l'esthétique, comme Shaftesbury, par exemple. Ah oui. Hmm. L'idée de sublime dont on pourrait parler, si tu le souhaites. Oui, oui, pourquoi pas. Bah d'ailleurs, dans tes textes, je sais pas, c'est pas une injure, hein, évidemment, hein. De toute façon, si j'aimais pas ce que tu fais, je ne t'inviterais pas. Mais justement, je trouve que dans certains de tes textes, il y a parfois un côté, je sais pas si le terme qui correspond le mieux, c'est sublimement grotesque ou grotesquement sublime, avec parfois des chutes un peu inattendues, quelque chose qui a l'air d'abord laborieux et finalement il y a un retournement qui a lieu de manière presque, on pourrait dire, voilà, très surprenante. Donc je sais pas. Après le sublime en esthétique, hein, si on parle de philosophie, il me semble qu'il y a deux manières de le concevoir. Il y a la définition hegelienne qui est beaucoup plus le sublime au sens, on va dire, de démesure, quelque chose qui excède finalement ce qui est proprement rationnel. Il parle par exemple dans son esthétique des proportions sublimes des statues de l'Égypte antique, pour parler justement c'est le sublime en un sens très particulier, qui est pas forcément un compliment, mais qui est intéressant. Et puis il y a le sublime aussi, qui serait une forme là on serait plus du côté de Kant ou voire plutôt de Schopenhauer même. Ça serait quelque chose qui a un rapport avec le sentiment d'écrasement quand on contemple les forces de la Libération, nature. presque. Hein? Libération, presque Oui, la voilà. sidération. Oui, en fait, je m'appuie sur des travaux théoriques de poésie pour affirmer tout ce que j'affirme. Là, en l'occurrence, la référence, c'est le Chant du monde de Michel Collot. Donc, Mhm.
Voilà, c'est un livre très intéressant parce qu'il expose bien les problématiques, notamment la question du sublime dans la poésie contemporaine. Et lui, il voit dans l'idée de sublime la possibilité d'un sublime négatif chez les poètes. Finalement, un sublime où la cime, le sub, côtoie l'abîme. Et en fait, dans cette idée, il y a l'idée fondamentale en poésie contemporaine de l'horizon. L'horizon qu'on penserait horizontal, comme son nom l'indique, qui serait une frontière sans cesse repoussée. Quand nous qui sommes de la mer, toi et moi, on connaît bien l'horizon maritime, on connaît la Méditerranée, et on sait que ce qu'on voit au fond peut sans cesse être repoussé jusqu'en Afrique, en réalité, et qu'on n'arrivera Mm. jamais à voir le fond du fond. Donc il y a cette idée d'horizontalité qui est renversée à la verticale, et c'est ça le sublime. C'est-à-dire que le travail du poète, finalement, c'est de créer un horizon sur une montagne. Si on veut donner un exemple paysagiste, ce serait un coucher de soleil sur les Alpes de mon enfance, par exemple, dont je parle d'ailleurs dans un poème que tu vas citer, je crois. Je parle pas Euh, de ça, mais je parle de la neige. mm. Voilà, c'est une Oui, source oui, d'inspiration. oui, oui. Euh, Alors justement, par rapport à ça, il y avait autre chose que je voulais te demander, mais qui correspondait à un autre poème, hein. C'est de quelle façon tu considérerais que les mots sont utilisés dans ta pratique de la poésie? Bon, t'as dit que tu étais d'accord avec Platon, c'est-à-dire que les mots ne vise pas en fait une essence intelligible, parfaite. Au contraire, c'est quelque chose qui nous en éloigne, mais c'est pas grave. Donc, si bon, euh, que d'après toi, en fait, il y aurait pas une volonté parfois de dépasser, et c'est là que la poésie est réhabilitée, hein, notamment par Heidegger que tu évoquais, hein, puisque justement, il utilisait lui-même un langage très obscur, on lui a assez reproché, et il a fini et par habiter concret, le et monde concret, comme un et poète. concret, et Hein? concret, obscur et concret. Oui, Parce qu'il parle c'est de tout. choses très matérielles finalement. Enfin, il parle à la fois de choses immatérielles et en même temps, quand il te dit sous la main, tu comprends de quoi il veut parler, quoi. Oui, il veut parler de choses concrètes de façon compliquée, quoi. Non, je plaisante, je plaisante. Mais oui, effectivement, la poésie, c'est, on va dire, pour lui, le meilleur moyen de révéler l'être, hein, parce que l'être, il a du mal à l'atteindre avec le langage philosophique, finalement. Et donc, justement, il y a ce paradoxe, hein, de l'ineffable qui est très commun en philosophie du langage et même en esthétique, par extension. Et moi, je me demandais comment tu t'y rapportais, parce que bah, il y a un poème que tu as écrit qui m'y fait beaucoup penser, avec ce côté sublimement grotesque ou grotesquement sublime dont je parlais juste avant. Comme ça illustrera un peu plus, parce que sinon ça peut paraître abstrait ce qu'on raconte. Donc je le cite. Donc le poème s'appelle Indicible. Tu dis, les mots, je n'arrive pas à les dire, je n'arrive pas à dire les mots sont beaucoup, trop n'arrivent pas à dire ce qu'ils veulent dire, je n'arrive pas, dire je n'arrive pas, les mots, ce qu'ils veulent dire, ma bouche aveugle. Voilà. Donc, justement, à la fin, l'inversion bouche vue m'a beaucoup plu, parce que, justement, il y a une inversion des fonctions qui survient d'un seul coup, après avoir piétiné juste avant et qui donne justement cet effet sublimement grotesque dont je te parlais, qui abrite une sensibilité, une profondeur certaine qui est la tienne, hein. On peut considérer que ta bouche ne voit pas, donc c'est intéressant parce que le médium de l'expression, l'organe qui te sert à t'exprimer finalement est atteint de cécité, donc évidemment ça c'est quelque chose qui fait quand même réfléchir, mine de rien. C'est pas juste je me paye de mots, voilà, comme le font les mauvais poètes, hein. C'est pour ça que je t'estime beaucoup en tant que poète. Et justement, avec cet organe atrophié de la bouche, hein, qui ne voit pas,
Moi, je me demandais si justement ce que tu privilégiais, c'était l'expressivité d'une émotion ou un sens plus philosophique malgré tout dans ce que tu fais. Parce que bah, tu Alors, as je ce vais te parcours répondre philosophique. par une réponse à la fois simple et complexe. C'est-à-dire que tu as parfaitement perçu le caractère platonicien, voire néoplatonicien de ma poésie. En fait, ça vient de… Quand j'ai écrit ce poème, j'ai pensé à Denis l'Aréopagite, tu vois, le théologien de l'apophantique, de la théologie négative. Oui, Et ça me revient. Ouais. ça paraîtra évident à personne, mais j'ai vraiment pensé à la hiérarchie céleste en écrivant ce poème. Il devait d'ailleurs conclure mon univers chez Zéro, puisque c'est un des poèmes de la poésie, de la revue. Et Zéro a choisi très justement d'en faire une ouverture. Ce qui introduit l'univers, finalement, c'est ce qui devait le fermer. Puisqu'en fait, c'est un poème écrit à la fin d'un livre que j'ai extirpé du livre pour le proposer à la maison d'édition. Et eux, ils l'ont mis au début. Et c'est la fin d'un livre. L'ordre des poèmes dans la revue, elle est intéressante en elle-même parce que ça donne un cheminement du point de vue de la réception et non plus seulement de l'intention. Donc, de ce point de vue-là, c'est très intéressant. Alors, pour parler du poème en lui-même, c'est un poème qui parle de l'incapacité à s'exprimer, qui pousse paradoxalement à devoir le faire. Mhm. Ce paradoxe, c'est le même que celui qui me pousse à tourner une vidéo avec toi, malgré ma timidité, par exemple. Voilà. Et, et- ouais, et tu serais d'accord du coup pour dire que la poésie, c'est le moyen de dépasser les limites du langage. Enfin, c'est un des moyens privilégiés, peut-être. Les limites du langage, clairement, mais ça peut aussi être les limites de l'être ou de l'étang, enfin, si on veut faire plus philosophique. Oui, Euh, oui, c'est au sens de Heidegger. Donc, tu partages finalement la vision heideggerienne de la poésie comme quelque chose qui permet d'exprimer la vérité la plus profonde, qui soit par-delà les mots qui finalement manquent toujours cette vérité. je crois qu'il y a une idée de souffle chez Heidegger dont j'ai pas parlé. Hmm. Je crois que dans les chemins qui mènent nulle part, je crois, hein, je suis plus très sûr, mais en tout cas, c'est d'inspiration heideggerienne. Je crois que j'ai vu le mot souffle dans un texte d'Heidegger, où en fait, il explique que la réussite ou l'échec d'une œuvre d'art ou d'un poème, notamment parce que c'est un grand amateur de poésie, même si c'est un amateur au sens Hmm. d'un autodidacte quasiment, Hmm. comme tout poète, où il parle du souffle comme quelque chose, donc au sens le plus physique du terme, qui donne l'inspiration. On prend une inspiration et puis on extirpe, on jette, on dégurgite, on expire quelque chose qui vient du fond de soi, en fait. Et c'est pour ça que je ne pense pas me rattacher à une école qui est formaliste, mais, je suis à la fois d'accord avec Platon concernant la nécessité d'écarter la poésie du champ de la politique, mais pas d'accord avec Platon du point de vue de l'inspiration, en gros. D'accord. En tout cas, je subsume l'inspiration dans un mouvement plus ample d'inspiration et d'expiration au sens quasiment physique du terme, et qui peut Ouais. être Alors, néo-platonien. je crois que je vois. Je vais essayer de mettre des mots vraiment sur tout ça pour synthétiser un peu déjà l'itinéraire qu'on a suivi. Tu dissocies, comme Platon, la poésie de la recherche de la vérité ou de la sagesse, et tu la réhabilites, non pas comme moyen d'atteindre une espèce de vérité qui sera intellectualisante ou intelligible au sens de Platon, mais justement une vérité intime qui vient du fond de l'être individuel personnel. Quelque chose finalement qui échappe au contrôle de la raison, on pourrait dire, quelque part. C'est ma perspective, oui. C'est ma perspective qui n'est pas celle de tous les poètes, car en poésie, il faut savoir que personne ne met personne d'accord. C'est-à-dire qu'il y a autant de poésie que de poètes. Donc après, il y a des courants de mode,
des mouvances, mais ma perspective est expressionniste. C'est l'expression d'un moi anamorphosé, d'un moi grotesque, d'un moi pathétique, d'un moi déformé. Mhm. Alors, c'est vrai, et en même temps, dans ton style, il y a certains poèmes qui me paraissent faire primer la forme sur le fond, un peu comme le faisait parfois Mallarmé. C'est-à-dire, je m'explique, il y a des poèmes, en fait, quand on les lit, dans un premier temps, on peut se dire, ah, il fait des jeux de mots, ah, ou il essaye pas vraiment d'exprimer quelque chose de particulier. Et en fait, quand on les lit à voix haute, bah, ça change vraiment tout. Il y a une espèce de musicalité qui se met en place, une espèce de swing. Alors, ce que je dis, ça peut, pris en un certain sens, ça peut paraître une banalité parce que les poèmes ont toujours été faits. Ils étaient faits d'ailleurs pour être chantés dans l'Antiquité et déclamés, tu l'as bien rappelé. Mais ça n'a pas toujours et, et paru comme une évidence par la suite. Hein. Baudelaire, je suis pas certain que ça soit fait pour être chanté, par exemple, tu vois. Ça serait un peu étrange. Mais là, tu vois, par exemple, il y en a un bah, que tu as fait qui m'évoque ça. C'est dans mon pays où neige, donc je le lis. Dans mon pays où neige a appris à grandir, j'espère, le dis-je bien, ce pont sous la neige, que n'ai-je pas grandi dans mon pays de neige, où rencontrai-je Nadège, naguère, fille de la neige, que n'ai-je pas, j'espère, dis-je, bien dire, combien quand je nais sous la neige, que neige la neige, neige que mes parents préfèrent, c'est jaune et jaune, que neige grandit sous la neige. Alors, je sais pas si je l'ai correctement lu en termes de rythme. Ah, super. Mais il me semble que justement, ce poème qui, on va dire, repose beaucoup sur des jeux de mots, si on le lit, là, ça transparaît pas à l'oral, c'est quand même quelque chose qui sonne comme une forme de musique. C'est de la musique avec des mots, et justement, je me demandais si tu as appréhendé la musique, enfin, la musicalité comme quelque chose de, on va dire, très important dans ta poésie. Est-ce que tu peux sacrifier finalement le fond à la forme en ce sens-là et la poésie deviendrait quelque chose qui prolonge la musique? Alors, il y a plusieurs choses dans ta question. Il y a le fond, la forme, la musique et comment on peut dire ça, la signification. Moi, je suis pas formaliste, c'est-à-dire que je fais pas une poésie formelle. Je suis en revanche parfois un peu abstrait. C'est pas tout à fait la même chose. Il y a une abstraction qui rejoint l'abstraction lyrique d'ailleurs en peinture. Donc pour ceux qui connaîtront un peu la peinture, ils verront que je parle peut-être de Kandinsky ou il y a une abstraction lyrique, c'est-à-dire que tout est prétexte à la musique. Et mes poèmes en cela sont plus des partitions que des textes, oui, tout à fait. Mais ça n'a rien à voir avec le formalisme. C'est pas, enfin, moi, je ne me reconnais pas les enjeux que les formalistes professent dans leur texte. Je me retrouve même pas chez les abstraits, mis à part Cummings, voilà, pour faire un name dropping. Euh, Quand j'écris un poème d'amour, par exemple, je n'accorde pas beaucoup d'importance au choix des mots. Tout est prétexte à la musique. Voilà. Mais en Mhm. soi, c'est déjà un chant. C'est déjà, ça veut déjà dire quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? C'est une signification de la musique en elle-même. C'est-à-dire, c'est pas forcément dans le mot que je vais choisir qu'il y aura le sens littéral. En gros, je suis pas littérariste. Je suis pas quelqu'un qui écrit, qui dit quand il dit je t'aime, peut-être que ça veut dire je t'aime, peut-être que ça veut dire plus que je t'aime finalement. Mhm. Oui, en fait, il y a aussi la manière dont ça sonne avec bah, le ton, l'intensité qu'on va mettre dans la manière dont on va l'interpréter. C'est-à-dire que les mêmes mots exprimés par deux personnes différentes
avec une tonalité différente, un contexte différent, ça change énormément de choses, hein, mais Bah, c'est la pour ça que réception la compte plus que poésie, l'intention. La réception hein? compte plus que l'intention. La réception compte plus que l'intention, finalement. Si tu reçois mon poème d'une certaine manière, ça veut dire que je t'ai transmis quelque chose, peut-être d'inconscient ou que toi qui t'interpelle. Donc finalement, c'est pour ça que je disais en introduction que le poète est vraiment le dernier à pouvoir s'exprimer sur son œuvre, parce que ça ne m'appartient plus. À partir du moment où c'est publié et édité par une maison d'édition, moi je peux juste m'expliquer, dire ce que j'ai voulu dire. Mais en gros, je considère que le chant des oiseaux, voilà, je reprends le chant des oiseaux, quoi. Mmh. Je considère que les mots ont un sens presque épiphanique qui n'est pas finalement, qui n'est pas l'arbitraire du signe de Saussure, je crois. Oui. Oui, Finalement, oui, effectivement. moi, Alors, ouais, oui, c'est très intéressant que tu dises ça parce que justement, j'avais pensé pas à Saussure, mais à Berkeley qui est, on va dire, qui a anticipé Saussure à ce niveau-là, par rapport à la dimension conventionnelle du langage, qui fait que, bah, en poésie, et c'est ce que font certains poètes, hein, en tout cas, c'est ma manière de voir Mallarmé. Je sais qu'elle, elle n'est pas partagée par tous ceux qui le lisent, mais à mon sens, Mallarmé, c'est quelqu'un qui a complètement séparé le signifié, du signifiant, c'est-à-dire, qui, adopte des mots plus pour l'effet produit que pour le sens, qui transparaît quand on lit et justement, que ça soit Saussure, plus tard, avec sa théorie du langage comme convention ou Berkeley avec sa théorie des mots qui sont finalement, heu qui n'ont de sens que par rapport à une fonction instrumentale, il y a quelque chose déjà qui fait que, ce qui compte, c'est, on va dire, l'effet produit et non pas une espèce d'essence qui collerait aux mots eux-mêmes, quoi. Comme si finalement le langage était naturel et était porteur de sens par lui-même, en fait et donc justement, c'est ça que tu rappelles et que tu exprimes, je pense, très bien et ça m'évoque une querelle. Alors je crois que tu voulais justement aborder ce point-là. Alors tu as parlé de formalisme. J'aimerais juste, pour nos auditeurs qui ne savent pas ce que c'est, pour moi aussi du coup, j'aimerais, que tu me dises s'il y a une différence en poésie entre le formalisme et l'objectivisme. Est-ce que c'est 2 choses différentes? Est-ce qu'il y a un lien? oui, il y a un lien, et oui, ce sont deux choses Mmh. différentes. L'objectivisme, c'est un courant principalement américain, qui situe dans la neutralité la plus absolue et plate la vérité du discours. Le formalisme a été influencé par l'objectivisme, mais c'est un courant français, franco-français. En fait, il y a deux courants aux États-Unis principalement. Il y a les confessionnalistes qui pourraient se rapprocher des nouveaux lyriques en France, mais ils n'ont pas une approche du sujet qui est frontale. C'est-à-dire qu'ils Mmh. vont détourner, c'est un peu Buck, Bukowski, dans les racines de ce mouvement. Ils vont détourner bon, Buck, c'était encore très subjectif, mais il y a des déformations de la figure du moi, de la figure du jeu, de l'énonciateur. À l'inverse, donc les objectivistes s'opposent pas aux confessionnalistes, mais ils sont différents des confessionnalistes. En France, il y a les formalistes et les nouveaux lyriques. Voilà, les D'accord. formalistes qui vont accorder une importance à en gros, la question de Denis Roche, c'est le formalisme par excellence, c'est que la poésie est devenue inadmissible. Elle est devenue inadmissible, et en ça, il peut rejoindre d'ailleurs Platon, d'une certaine manière, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que il y a une indécence de la poésie. Mais ça, ce sont des courants qui dominent jusqu'en 1995 environ, et l'arrivée de l'ultra-contemporanéité. Donc tout ça, on le trouve dans le livre de Michel Collot, Le chant du monde. Il y en a d'autres, des livres de Michel Collot, où il
où il se répète un peu, où il aborde la question sous d'autres angles. C'est vraiment très intéressant ce que tu dis parce que je crois que c'est pour ça. Alors du coup, ça permet de répondre un peu à une question que j'avais posée au début et à laquelle on n'avait pas fourni, à mon sens, pour l'instant, de raisons, enfin d'arguments forcément très satisfaisants. C'est qu'est-ce qui fait que la poésie, ça puisse coincer ou pas chez certains. Et il me semble qu'il y a peut-être ce côté, j'allais dire drama queen, mais enfin tu vois ce que je veux dire, un peu au rage, au désespoir. Que certains vont considérer comme étant du pathos et justement de l'indécence, parce qu'il y a effectivement cette controverse, hein, assez classique de l'indécence des sentiments exprimés, qui peut déranger, qui peut même rebuter ceux qui lisent le poème. Et Mhm. alors, j'ai deux petites questions pour toi qui sont, on va dire, des questions un peu historiques. Déjà, j'aimerais pouvoir dater chronologiquement la controverse entre néolyrisme et objectivisme, parce que je me rappelle plus vraiment de quand ça date. Et aussi, est-ce que toi, bah justement, c'est un peu une question rhétorique, parce que je pense qu'on peut déjà te cerner à partir de tout ce qu'on a dit. Est-ce que tu assumes une forme de néolyrisme qui est justement davantage tourné vers les émotions et le vécu, et qui donne à ressentir tel ou tel objet, ou voilà, plutôt qu'une forme d'objectivisme qui repose sur la description aussi rigoureuse et neutre que possible, et qui a pourtant existant en poésie. D'ailleurs, je trouve que la démarche des objectivistes est quelque chose de très paradoxal, qui va pas du tout de soi, hein. Moi, la poésie objectiviste, je n'apprécie ni ne fais ça, déjà. Hmm. Donc, je n'y arrive pas, je ne peux pas sortir de mon moi pour décrire de façon documentaliste. Par exemple, Reznikov décrit les camps de la mort. C'est ni dérangeant ni rien du tout. Ça ne me fait ni chaud ni froid, mais je n'ai rien compris à Reznikov en réalité. C'est beaucoup plus complexe que ça. Après, il y a des objectivistes comme William Carlos Williams qui sont classés comme tels, qui me touchent beaucoup. Donc, je suis mitigé. Mais moi, je ne fais pas une poésie objectiviste, ça c'est certain. Je ne fais pas une poésie formaliste, je l'ai déjà dit, mais je fais une post-poésie, une poésie qui arrive après la question fondamentale de l'indécence de la poésie. Et j'essaie de résoudre ce problème de, comme beaucoup de poètes en réalité avant moi, ce problème de la dichotomie entre nouveau lyrisme et formalisme. J'essaie de le résoudre dans une forme hybride de formalisme et de lyrisme. Voilà, c'est comme ça que je dirais. D'accord. Bah alors Comprenant. justement, t'écoutant parler, c'est- bah, je comptais en parler après, hein, mais il y a des. Là, c'est pas vraiment un philosophe, c'est un auteur littéraire que toi et moi on connaît et qu'on aime, je pense, beaucoup. Je me demandais si certains romancier ou essayiste pouvait justement être considéré comme étant à mi-chemin entre littérature et poésie, parce que tu vois que tu as parlé de la description des camps de la mort, enfin d'atrocités, et en fait moi j'ai repensé à Voyage au bout de la nuit de Céline, où justement il a un talent, voilà, je sais, j'anticipe, mais je t'en parle maintenant, sinon j'ai peur d'oublier. Il a une espèce de génie, même on peut dire, pour décrire l'horreur de la Première Guerre mondiale de façon crue. Et en même temps, j'ai cette intuition, quand je me rappelle de ma lecture de Voyage au bout de la nuit, que c'est pas juste, voilà, comme vous avez vu, comme c'est horrible. Il y a un côté poétique, mais justement très cru, qui tend vers justement une forme d'objectivisme ou mais je suis pas sûr que ce soit le terme adéquat. Je sais pas comment toi tu qualifierais ça. Moi, pour moi, le Céline du voyage du bout de la nuit, il est expressionniste quasiment. D'accord. Euh, enfin, c'est compliqué parce que Bardamu, c'est un autre, c'est un double. C'est pas vraiment Céline. Mais c'est Oui. Céline. Bon, maintenant, je vais répondre à la question précédente et à ta nouvelle question en une seule réponse. C'est que la littérature, la vocation de la littérature, ça peut être d'être pénible. Ça peut être d'être pathétique. Ça peut être d'être euh, indécent, impudique, grotesque. Ça peut être une vocation de la littérature. On n'est pas Hmm. obligé de faire du propre, de faire du sale. C'est d'ailleurs ce qui est fait en partie
dans certains textes de zéro. Je dis du sale, c'est une expression très populaire. C'était populaire à mon époque, quand Oui, j'étais oui, jeune. C'est une expression de rappeur à la noix. je connais. Voilà. Mais c'est pour les jeunes qui nous écoutent, qui ne parleraient pas notre langage d'ancien. Je ne sais pas si ça existe encore, le sale. Mais en gros, dans les années 2010, voilà, il y avait les rappeurs, ils faisaient du sale, c'est-à-dire ils parlaient de Hmm. sujets très pénibles à écouter finalement, très, très compliqués. Et en plus, ils le faisaient avec un ego trip qui frisait l'expressionnisme pour le coup, parce que, et l'anamorphose, parce qu'ils avaient un côté grotesque, quasiment. Quand on écoute du Caris, on écoutait du Caris, c'était grotesque. Je sais pas s'ils en étaient forcément conscients, cela dit, mais Mais quand on a un nous, point de vue, nous, oui, nous, voilà, oui. quand on a un point de vue extérieur intellectualisant, oui, là, c'est sûr que ça prend tout son sens. Mais alors justement, par rapport à ce que je disais avant sur l'opposition néo-lyrique et objectiviste, alors moi, il y a une distinction qu'on retrouve hein, chez John Locke hein, dans son essai sur l'entendement humain, c'est la distinction entre les qualités premières et les qualités secondes. Et c'est très intéressant parce qu'en t'écoutant m'expliquer cette espèce de querelle, hein, parce qu'en art, il y a toujours à un moment donné des querelles entre deux tendances opposées. Et moi, je pouvais pas m'empêcher de penser en fait à la distinction entre les qualités premières et les qualités secondes. C'est-à-dire que Locke a essayé en fait de couper l'herbe sous le pied. On va dire, il n'a pas complètement réussi parce qu'après il y a eu Berkeley qu'on ne mentionne jamais assez. Mais il a essayé de de couper l'herbe sous le pied aux idéalistes justement en distinguant et notamment Descartes en distinguant qualité première, qualité seconde. Parce que justement, il explique que il peut y avoir de la subjectivité pour les qualités secondes, c'est-à-dire le goût, l'odorat, des choses qui font appel, on va dire, à notre sensibilité particulière. Cette odeur-là, je trouve que ça pue, je trouve pas que ça ait très bon goût, etc. Et les qualités premières qui sont la forme, c'est de l'objet, c'est-à-dire l'étendue, la profondeur, des choses qui finalement, sur lesquelles on peut tous se mettre d'accord. Bah oui, ça a telle forme, ça a telle étendue, telle largeur, etc. Par contre, la saveur de la chose, les qualités secondes qui font appel à des sens, on va dire, qui ne sont pas strictement parlé la vue, par exemple, ça fait intervenir quelque chose de plus subjectif. Et je me demandais si du coup les néo-lyriques, c'était pas ceux qui disaient on va surtout prendre appui sur des qualités secondes, et finalement les objectivistes, bah, les gens qui vont dire on va prendre appui sur des qualités premières, il y a que ça qui mérite qu'on en parle finalement. Pour les objectiver, je pense que tu as raison, il y a un appauvrissement finalement pas du langage, mais en tout cas une épure sensible euh, de façon à rendre presque documentaire ce qu'ils exposent. Maintenant, les nouveaux lyriques et les formalistes n'existent pas en réalité. Moi, j'en ai lu plein des poètes. Il y a des néolyriques avec ou sans figure et des formalistes avec ou sans figure, c'est-à-dire avec ou sans moi, je, te, toi, elle, lui, tu vois. En fait, dans la réalité, c'est très artificiel comme dichotomie néolyrique et formaliste, parce que dans la réalité, il y a énormément de croisements dans la pratique. Donc, je te donne en partie raison. Je pense que pour les qualités premières, donc, tu as totalement raison de les attribuer aux objectivistes, d'une certaine manière. Après, je connais très mal la poésie objectiviste. Hein. J'ai lu que quelques-uns et ça m'a pas plu. D'ailleurs, William Carlos Williams, dont je parlais tout à l'heure, a écrit Asphodèle, qui est quand même un poème objectiviste, mais un poème d'amour. Donc, c'est quand même problématique. C'est-à-dire que à un moment donné, on sent qu'il parle de choses intimes, en réalité. Oui. Oui, c'est étrange de prétendre décrire de manière scientifique les choses qui se donnent à être vécues intimement, mais bon, c'est, c'est- eh, ça rejoint finalement vraiment c'est ce désir très, qui est toujours d'ailleurs beaucoup d'actualité, de vouloir absolument tout quantifier, y compris la pensée ou des choses, on va dire, qui par essence ne sont pas censées l'être, mais
il y a alors justement, c'est dur, je trouve. Il y en a, hein, mais c'est dur de trouver des philosophes qui font le pont entre la poésie, la philosophie, dans le sens des philosophes qui, soit comme Platon, ne rejettent pas la poésie en disant bon, ça n'a rien à voir et puis ça nous éloigne de la vérité, ou bien des philosophes comme Aristote même, hein, qui vont un peu, qui vont la réhabiliter en disant qu'il y a une dimension cathartique, que ça nous élève finalement vers quelque chose de général et d'universel, ou Hegel ou Schopenhauer qui dans leur système au 19e vont en faire quelque chose on va dire, de supérieur, Nietzsche aussi d'ailleurs. Je me demandais, mais justement, il y a un philosophe qui est à mi-chemin entre philosophie et poésie. Il est d'ailleurs presque plus étudié en littérature qu'en philosophie. On le connaît bien tous les deux. On l'aime tous les deux. C'est Sioran, hein, Émile Sioran. Et justement, j'ai pas, c'est un cas à part qui est intéressant à analyser pour ça. Et il compare justement l'acte de philosopher à un cri. C'est le philosophe hurleur, hein, c'est comme ça il se présente. Et justement, on comprend mieux pourquoi est-ce que quand on le lit, on peut avoir envie de se pendre si on n'est pas habitué, parce que justement, parce il fait très peur sur, mais justement parce que quand on comprend que c'est un acte, un cri, sa manière d'écrire et qu'il n'y a vraiment aucune prétention de rationalité, de conceptualisation rationnelle à la Hegel ou à la Kant, là, ça devient beaucoup plus clair, tu vois, sa démarche. Et ça justifie peut-être une forme parfois de pathos ou de lourdeur et aussi ça expliquerait pourquoi il y a une forme beaucoup plus littéraire et digeste que chez beaucoup d'autres philosophes. Donc je me demandais ce que tu en pensais de ce cas d'école. Alors moi, ce que j'en pense, c'est que tu attribues à juste titre à Sioran la qualité de littéraire, mais que la poésie n'est pas la littérature, n'est pas toute la littérature. C'est-à-dire que la poésie, elle s'est construite par opposition à la prose. Et même si des poètes ont prosé, hein, ça on est d'accord, des poètes ont prosé. Il y a même des prosateurs tels Houellebecq qui ont fait de la poésie. Mais la question centrale, c'est en fait, c'est quand s'arrête le vers et quand commence la prose. Parce que est-ce qu'un long paragraphe, ça pourrait pas être un long vers? Est-ce qu'un fragment, c'est un vers? Alors, on voit bien que la distinction vers-prose, elle est artificielle dans l'absolu. Moi, ce qui me semble, c'est que ce qui différencie le poète de l'aphoriste, c'est à mon sens la notion de fragment, c'est-à-dire de pensée qui ne peut pas se refermer sur elle-même. Tandis que la poésie va être laconique, pour faire référence aux poètes spartiates, dont on dispose que de quelques fragments. Donc D'accord. vraiment, le fragment, c'est l'impossibilité pour la raison de fermer le système, quoi. Le Mhm. fragment n'est pas dû à l'érosion de l'histoire ou à la transmission lacunaire. C'est quelque chose d'un peu artificiel, un peu rhétorique. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu poseur de Suran de faire du fragment Oui, volontaire. voilà, c'est ce que j'allais te dire, parce qu'en fait, lui, il écrit en aphorisme principalement, donc toi, tu verrais ça plus comme quelque chose de laconique ou comme quelque chose qui fait poseur finalement. Moi, maintenant, a posteriori, j'ai lu Suran quand j'avais 20 ans. Mhm. A posteriori, à l'époque, ça m'avait beaucoup plu. A posteriori, je trouve qu'il y a un côté un peu rhétorique. Et que la Mhm. rhétorique, c'est justement ce contre quoi les formalistes s'opposent en reprenant la différenciation aristotélicienne poétique, rhétorique. Donc, Ouais. je trouve que, en fait, la poésie, c'est devenu quelque chose de laconique et non pas de fragmentaire. Mais, cela dit, il y a de plus en plus une théorie de l'inachèvement dans la poésie, depuis Michaud en réalité. Et donc peut-être que les poètes de demain, ce seront, si la poésie existe encore, hein, ce qui n'est pas sûr du tout, seront peut-être des fragmentistes en herbe. Mhm. Oui, c'est très intéressant ce que tu dis par rapport à l'inachèvement, et parce que bah, là, encore une fois, ça me fait penser à Suran, parce que, et c'est en ça qu'il était quand même philosophe, mais qu'il y avait cette ambiguïté,
Et en fait, si je faisais le rapprochement avec la poésie, c'était aussi peut-être à cause de ça, parce que il disait avoir regretté de ne pas avoir pu faire de sa philosophie quelque chose de systématique, de ne pas avoir pu en faire un système. Peut-être justement parce qu'il y a ce côté cathartique, sentimentaliste, qui ne se donne pas en fait à être exprimé sous la forme de concepts vraiment très solides et très marqués, je pense, hein. Oui, oui, mais il y a de plus, il y a une autre, un autre aspect de la chose, c'est la visée moraliste de Suran. Qui est un moraliste négatif, mais qui est un moraliste du soupçon, qui est un moraliste du creux et non pas du plein. Et en fait, la poésie, je pense, n'élucide rien, hélas. Enfin, ma poésie, elle n'élucide rien. Elle ne vous aidera pas à mieux apprendre à vivre ou à devenir extra lucide. C'est pas une poésie non plus pessimiste. J'ai écrit un article sur Bukowski qui, pour moi, est un pessimiste J'ai optimiste. lu. Il y a une joie tragique, en fait. Euh, Mm. Nietzschéenne, quelque part. Ce que j'appelle voilà, un cyclotimique au bord des larmes. Euh, il y a pas de pédagogie de la poésie. Le moraliste de notre temps, c'est Foucault, je pense, tu vois, finalement. Mais Oui, oui, pour oui. moi, Foucault est le moraliste Mm. de notre temps, ou en tout cas du temps de son époque, de son Mm. ère. Avec Suran, du coup, qui est moraliste aussi. Mais c'est pour te dire que la philosophie, finalement, est plus moraliste, pas moralisatrice, hein. Encore qu'on pourrait faire une jonction entre les deux. Mais il y a quelque chose de l'ordre de la. En fait, la poésie, quand elle est déconstruite, elle ne déconstruit pas en première intention. C'est du témoignage, je pense. C'est ma poésie, c'est ma position, et ça n'engage que moi. C'est-à-dire que c'est une position qui peut être jugée comme archaïque, totalement archaïque. Mm. Hein, pour ma part, ça relève de l'action, de la praxis. Moi, j'ai pour exemple des poètes russes qui ont agi poétiquement. Par exemple, Limonov, quand il va jeter un oiseau sur une piste de décollage d'avion militaire, c'est de la praxis, c'est un acte. C'est un acte, c'est de la poésie. Et après, il a fait d'autres trucs plus trash. Donc, je vais pas citer, c'est trop sulfureux, mais vous pouvez chercher Limonov. Euh, chercher Limonov, il y a eu un film dessus qui n'est pas excellent. Il y a eu un film et c'est un poète qui mêlait la praxis comme Mayakovsky avant lui et peut-être comme d'autres poètes russes qui ont vécu des choses très dures. Et nous, en tant qu'occidentaux, on ne peut pas se rendre compte de justement de l'abysse dont je parlais tout à l'heure. On peut être Mm. plongé en être qui a vécu en Allemagne nazie ou en URSS. Ah, oui, ça c'est certain, et c'est pour ça que dans la poésie, mais ça vaut pour d'autres arts, hein, y compris la musique, il y a comment dire, ce besoin cathartique. Et c'est intéressant parce que tout à l'heure, tu disais justement que le poète, c'était le dernier à pouvoir expliquer en fait son poème ou ce qu'il avait fait. Et c'est comme s'il y avait une espèce de désolidarisation entre le poète et le poème, comme produit finalement de l'entreprise artistique. Et justement, Sioran disait quelque chose que je trouvais très intéressant. Il y a un livre, hein, que j'ai dans la bibliothèque qui compile les entretiens qui ont été confiés à l'écrit. Et dans un de ces entretiens, il dit, enfin, quand on lui demande quel est son rythme d'écriture, c'est quoi sa méthode et tout, et il commence par dire: «Oh, mais vous savez, moi, j'aime pas écrire», alors que c'est une des plus belles plumes qu'on ait jamais eu la chance d'avoir en France, par quelqu'un dont le français n'est pas la langue maternelle en plus, hein, c'est ça qui est quand même incroyable. Et en fait, pourquoi? On le comprend parce qu'après, il dit que une fois qu'il a écrit, les idées qu'il a exprimées, elles ne comptent plus pour lui. Il en est débarrassé et ça a moins de valeur à ses yeux.
et un peu comme un parent qui abandonnerait son enfant. Donc je me demandais si toi, tu te reconnaissais dans le rôle du papa qui abandonne sa progéniture. Évidemment, c'est une métaphore. Ai-je besoin de le dire à un poète? Je n'abandonnerai pas mes enfants si j'en avais, mais Oui, c'est là où ce ne j'espère. sont pas des poèmes peut-être. Peut-être que la comparaison a ses limites, enfin la métaphore a ses limites. Euh, c'est sûr qu'il y a un scandale de la poésie et peut-être de la pensée de Suran, probablement. Il y a un scandale. Et c'est ce scandale qui peut rendre la paternité soit douloureuse, soit honteuse. Et donc, il y a aussi un c'est une échappatoire de se dire, bah, c'est moi qui ai fait ça? Non, c'est pas moi. C'est quelqu'un d'autre. J'ai pas pu écrire une connerie pareille. Parce que des fois, je sais pas si tu as lu dans Bête de nuit, il y a des poèmes qui sont assez violents. Oui, Euh, oui, j'en ai effectivement, je les ai pas lus, mais tu en as écrit deux ou trois un et peu. en fait, c'est un instant T, tu te dis, voilà, tu es honnête. En fait, je travaille beaucoup sur la sincérité, Hmm. la solitude et le sentiment. Je travaille beaucoup sur ces trois axes, donc ces trois S. Donc en fait, je ne cherche pas à maquiller, à truquer, à artificialiser ce que j'écris. Et pour revenir à Suran, je pense que euh, il y a effectivement quelque chose de très pathétique chez Suran, qui est totalement désavoué par l'homme. C'est-à-dire que l'œuvre n'est pas l'homme, et voire parfois l'action n'était pas aussi authentique que l'homme aurait voulu le prétendre. Par exemple, quand il s'est engagé dans la garde de fer, après il a désavoué. Hmm. Donc, Oui, il paraît qu'il était sympathisant. oui, bon, il y a eu une désillusion. Il y a eu une désillusion. Oui. Bah, en fait, Hmm. moi j'ai une phrase qui revient comme un mantra en tête. Peut-être qu'on peut conclure là-dessus, je sais pas. C'est Hmm. puisque le pire a déjà eu lieu. Voilà. Puisque le pire a déjà eu lieu, de toute façon, on peut pas, on peut pas. C'est très pessimiste, mais pessimiste à l'envers. Oui, C'est je- c'est ce que je dis parfois. Enfin, j'ai des élèves qui sont un peu comme ça. Parfois, ils me disent, oh, de toute façon, je peux que m'améliorer. Quelque part, ils ont déjà compris beaucoup hein, en matière de philosophie à ce niveau-là. Ouais, non, c'est très intéressant. Mais pour conclure, justement, je voulais te poser une question peut-être plus générale. Alors, je sais pas si ça rejoint le pire a déjà eu lieu, mais comment tu expliques cette espèce de désamour, en tout cas de dissociation entre un génie artistique qui est avéré et on va dire l'œuvre en elle-même qui est pour beaucoup excellente. Moi, il y a un exemple qui m'a toujours fasciné, c'est Marlon Brando. Enfin, il y a plein d'exemples qui me fascinent comme ça, qui disait dans des interviews que oh, il aurait bien voulu faire autre chose qu'acteur et qu'il le fait juste comme ça, quoi. Alors qu'il y en a qui sont vraiment passionnés par le théâtre ou par le fait d'être acteur et ils aimeraient avoir ne serait-ce que le dixième de son talent. Hein, c'est quand même un des plus grands acteurs du XXe siècle. Et je me demandais comment on pouvait être, tu vois, parfois poète mais anti-poète ou philosophe et faire de l'anti-philosophie, tu vois. Parce qu'il y a plein de cas comme ça. Nietzsche faisait de l'anti-philosophie parfois. Et en tout cas, il critiquait une forme de philosophie intellectualisante qui était assez commune avant lui, hein. ouais. Ben, donc ta question, c'est quoi?
ta question. Comment expliquer cette dissociation entre Ah, le génie ou le talent que l'on possède dans une discipline, en l'occurrence la poésie ou la philosophie, et finalement ce que l'on produit et qui va être influent et rester à la postérité. mais comment tu veux que je réponde sur le génie? Je suis pas génial. Non, mais c'est comme les rappeurs de tout à l'heure, on peut avoir un point de vue extérieur et froid. Oui, mais comment je peux penser en termes de génie? Tu vois ce que je veux dire? C'est compliqué. Un rapport extérieur, ça implique de l'admiration. Euh, On parlait de talent, si tu préfères. ouais, mais même talent, finalement, je considère que c'est énormément de travail, de sacrifice. Me Mhm. concernant. Concernant les autres, quand on regarde Kant, par exemple, on voit qu'il a sacrifié sa vie à. Il n'a pas eu le choix, mais en tout cas, il a sacrifié sa vie à sa vocation. Énormément de philosophes et d'artistes ont, à un moment donné, sacrifié au profit de leur œuvre une partie de leur existence. Mhm. Et en fait, j'ai pas de réponse à ta question parce que on est à une époque où il y a énormément de stimuli extérieurs qui nous empêchent de nous consacrer à des vocations, à des rêves et à les concrétiser. Et je Mhm. pense que c'est bien de faire, à l'ère de l'IA, je pense que c'est bien de faire des choses de ses mains, même si on les fait mal. Et voir si on les fait mal, c'est peut-être mieux que si on les faisait aussi bien que l'IA. Tu vois ce que je veux Oui, dire? Je oui, réponds oui, pas à tout de suite à ta supposer. Ouais. question, mais, euh, mais, euh, mais je pense que ça rentre dans le propos. Donc, Oui, je suis absolument d'accord avec toi et à supposer que l'IA puisse faire un poème qui soit parfait, eh ben, ce qui à mon avis n'est peut-être pas encore le cas. Je préfère largement un poème imparfait venant d'un humain. De toute façon, s'il y a bien une chose qui est le propre de l'humain, c'est l'imperfection. Et qu'on parle d'imperfection en poésie ou même en philosophie, bah, c'est cette imperfection qui est le propre de l'humain qui, à mon avis, rapproche les deux disciplines qui sont en apparence éloignées. Imperfection du concept, imperfection de l'image employée en poésie, mais voilà, je pense qu'en ce sens-là, l'humain est dans tous les cas ce qui rapproche les deux et ça répond à un besoin différent, je pense, de l'esprit. Je sais pas si tu vois les choses comme ça. alors oui, bah après quand tu lis du Flaubert, tu as l'impression que c'est parfait, ou même du Proust. Mais en réalité, à leur époque, ils étaient très fautifs. C'est la question de l'imperfection, c'est celle du style en fait, qui en littérature est très important. Et l'imperfection, c'est sûr qu'il vaut mieux quelque chose d'imparfait qui soit humain que quelque chose de parfait qui soit inhumain. Parce que tout simplement, on est dépossédé à ce moment-là. On est dépossédé finalement de nos propres capacités à sortir quelque chose de nous, quelque chose d'émotionnel, quelque chose qui transmette de l'émotion, ou quelque chose qui soit tout simplement un bel objet, si on est potier, ou une belle pâtisserie qui fasse plaisir à un enfant, ou, euh, ou toute autre chose de cet ordre-là. En fait c'est du rapport humain, la communication. Même quand on la rompt, ça veut dire quelque chose d'humain. La communication Ouais, doit être. Ça peut pas je être, suis on peut pas absolument discuter d'accord. avec une IA, on peut pas discuter avec une IA de choses affectives. C'est pas possible. On peut pas tomber amoureux d'une IA. Enfin, je pense, on peut le faire, mais à mon avis, c'est pas une bonne chose. Ouais, oui, ça revient à tomber amoureux d'un simulacre. On revient à Ouais, Platon finalement, hein. C'est, Platon, voilà. La ouais, mimésis. voilà, c'est ça. Eh oui, et
Je Ouais, pense que j'ai un peu louvoyé, mais c'est intéressant non, non, aussi. mais ah oui, je pense, hein, et je pense que de toute façon, à un moment donné, on peut pas fermer les yeux et faire comme si on voyait pas ce qui se passe autour de nous, hein. Même les poètes, hein, quelque part, l'IA est en train de marcher sur leur plate-bande et on voit très bien que dès qu'il s'agit de produire quelque chose d'humain, il y a toujours un risque de d'invasion. Mais bon, c'est certain que pour l'instant, ça ne vaudra pas l'imperfection humaine dont tu as si bien parlé. C'est ce que défend ma maison d'édition. Donc, je ne sais pas si on l'a montré, la revue. Elle est très belle. Non, ouais, c'est vrai qu'elle est très bien illustrée, ouais. C'est une très belle revue. Donc, je ne sais pas si elle est encore disponible, mais vous pouvez la retrouver un peu partout sur Internet en tapant zéro absolu. Et c'est ce que défend, la vision que défend donc Mike, le mentor de cette revue, c'est de faire quelque chose d'abrupt, de brut, de brutaliste, avec des aspérités, des ratés. En fait, un poème réussi est un poème presque raté. Voilà, si on veut quelque chose, si on veut quelque chose comme ça, à l'heure actuelle, parce que l'IA peut vous faire un poème classique de façon très calibrée. Par contre, elle est incapable de faire certaines choses. J'ai testé personnellement. Elle est incapable de faire certains poètes. Peut-être parce qu'elle n'a pas accès à leur base de données, peut-être. Mais peut-être qu'elle n'y arrivera jamais parce que elle est programmée pour accomplir quelque chose de précis. Ce quelque chose, c'est un formatage de l'esprit. Voilà. Mm. Et donc, écrire des poèmes comme j'ai fait dans Zéro, on n'est pas beaucoup à avoir écrit des poèmes pour Zéro. Je crois, il y en a deux ou trois euh, des poètes. Le reste, c'est des nouvelles. Donc, bah, c'est quelque chose, pour moi, à titre personnel, ça m'a apporté un peu de bonheur. Ça m'a fait du bien. Ça a été cathartique de le coucher sur papier. Et en plus, si ça plaît, bah là, c'est génial. Toi, ça t'a plu, donc moi, ça me fait plaisir que tu m'aies invité pour ça, pour cette raison. Ce n'était pas forcément prévu, ni mon édition, ni que tu m'invites. On n'avait rien fomenté. Et voilà, donc voilà. Eh ben, moi, en tout cas, ça m'a fait plaisir de te lire et ça m'a fait plaisir de t'inviter et de parler de poésie, hein, parce que c'est pas, comme je disais, un sujet auquel je connais grand-chose, hein, un sujet qui forcément me passionne, mais je trouve ça intéressant de rappeler en fait les ponts qui peuvent être faits, comme je disais, entre des domaines qui sont le propre de l'être humain, parce que la poésie répond à un besoin de l'être humain au même titre que la philosophie. Et donc, à mes yeux, il y a au moins ça en commun. Et je pense que c'est mon interprétation, mais en allant vers la poésie, tu as prolongé la philosophie, tu ne l'as pas réellement abandonné. En tout cas, si vous voulez lire Damien, hein, c'est son livre, Un bête de nuit, aux éditions Les Bonnes Feuilles. Donc, je vous Et le zéro, conseille évidemment. et zéro absolu. Voilà. C'est les Voilà. deux. Merci à toi. Bah, merci à toi et merci à vous de nous avoir écoutés. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura intéressé. Et on se revoit dès que possible avec un autre enregistrement ou un nouvel entretien. À bientôt!